Évident, parce que pour qu'il y ait un programme, il faut que le gouvernement ait décidé qu'il y aurait un programme. Il faut un directeur de programme, il faut des adjoints, il faut des locaux, il faut du matériel, et il faut un financement et des salaires. Il y a un programme autonome, supervisé par l'Union internationale contre la tuberculose et l'OMS, pour que les principes soient respectés, mais il est entièrement autonome, il travaille pour eux. Il y a un financement externe. Au début, la Ligue pulmonaire suisse et la Ligue hollandaise contre la tuberculose ont assuré le financement, et au fur et à mesure du temps, le ministère de la Santé a assuré le financement de l'essentiel du programme avec effectivement des aides extérieures. Le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, qui a été créé par l'OMS il y a une dizaine d'années, a repris et a couvert une partie du budget. Alors, les composantes, je vous les ai données tout à l'heure, les 5 composantes essentielles d'un bon programme. La première composante, c'est le soutien du gouvernement et l'argent. Or, vous voyez que la proportion du budget de la santé attribué à la tuberculose, eh bien, au cours des dernières années, elle a régulièrement augmenté. Les experts de l'OMS, de l'Union internationale, le ministère de la Santé, les délégués de l'OMS dans le pays, le directeur national se rencontrent à intervalles très réguliers pour faire le point de la situation. Deuxièmement, le pays a mis sur pied un réseau de laboratoires. Alors, les laboratoires sont parfois assez sophistiqués, avec les standards européens, si je peux dire, parfois beaucoup plus simples, des laboratoires qui peuvent se situer à l'extérieur, dans les dispensaires de brousse, mais les laboratoires sont tous très bien tenus, et certains laboratoires disposent d'un équipement de pointe, tel qu'on trouve à peu près le même au CHUV, mais surtout, et ça c'est une des choses essentielles, tout le travail de laboratoire est régulièrement contrôlé. Il y a tous les 3 mois un contrôle de la qualité du travail des techniciens de laboratoire, avec des missions de supervision, des échanges de lames, des recontrôles de lames, des recontrôles de diagnostic. Ceci est fait d'une manière extrêmement rigoureuse, avec des rapports de contrôle, et un technicien de laboratoire n'a le droit de continuer son travail et n'a le droit de recevoir son salaire que si tous les 3 mois il passe un test de capacité et qu'il prouve qu'il est toujours capable de manipuler son microscope correctement. On ne peut pas en dire autant chez nous, mais voilà, ça se fait, c'est un des principes et on ne déroge pas à ce principe. Troisième principe, les médicaments. Alors les médicaments, on va les chercher au port, à l'importation, on vérifie que les caisses sont là, on les met sous clé, on les distribue, et dans les dispensaires périphériques, eh bien, les médicaments sont dans une armoire fermée à clé. L'infirmier sait exactement combien de boîtes, combien de doses, pour combien de patients il a en permanence à disposition. Ça marche. Les médicaments sont distribués directement aux malades, selon les principes que la doctoresse Mazza nous a montré tout à l'heure. Les médicaments sont distribués par un groupe d'infirmières, plus ou moins souriantes, plus ou moins sérieuses, aux malades. Les médicaments sont pris en public devant tout le monde et on vérifie qu'aucun malade n'échappe à son traitement. Ils doivent prendre leurs médicaments. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est comme ça qu'on arrivera jusqu'à la guérison. Si le malade n'a pas pu se déplacer, s'il est alité, grabataire ou trop faible, les infirmières vont évidemment lui distribuer ses médicaments dans les salles du dispensaire. Ensuite, les contrôles. Les contrôles, ça consiste par exemple à rechercher un à un tous les malades qui, par hasard, ne seraient pas venus au rendez-vous à un dispensaire. Et même dans les dispensaires périphériques, les infirmiers ont des vélomoteurs ou des vélos ou des motos pour parcourir les villages et les hameaux et rechercher les malades qui, par hasard, ce jour-là, ne seraient pas venus avant midi chercher des médicaments. Alors ils partent à la maison et puis ils tiennent un registre extrêmement précis
qui dira, ben voilà, un tel n'est pas venu parce qu'il a dû terminer la moisson, un tel n'est pas venu parce que sa vache allait véler et il a dû s'occuper de la naissance du veau, un tel n'est pas venu parce que sa gamine s'est cassée la jambe et il a dû aller à l'hôpital porter sa gamine qui s'est cassée la jambe, etc. Tout est consigné. Ensuite, on contrôle. 4 fois par an, des spécialistes vont faire le tour des 42 dispensaires du pays, vérifient un à un tous les registres, toutes les lignes, tous les malades. Tout est contrôlé. On contrôle les papiers des malades, on contrôle les registres, on contrôle les feuilles de laboratoire, et 1 à 2 fois par an, il y a les visites de supervision extérieure, les donneurs, les donateurs, les délégués de l'Union font le tour du pays, vont vérifier que les contrôles internes ont été effectués, les délégués rédigent le rapport annuel avec l'équipe centrale et contrôlent à cette occasion les rapports de laboratoire, les registres de malades, la pharmacie, l'équipement, le budget, etc. Tout ça est fait, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais ça permet de s'assurer qu'il n'y a absolument pas de coulage, de perte, d'erreurs ou de mauvaises habitudes qui sont prises. Et là, ben, c'est une photo d'une des visites de supervision avec ici le délégué de l'Union internationale. Dans d'autres cas, la visite de supervision, eh bien, là, elle s'est faite avec des délégués du canton de Vaud. Là, il s'agissait d'une visite où on supervisait la mise en place d'un nouveau programme de prise en charge des enfants. D'ailleurs, il faut bien dire que le Bénin étant le Bénin, qui est un pays paisible, tranquille et sympathique, on peut même faire ce travail de supervision dans des conditions parfois assez agréables. Le Bénin a profité de ce qu'il était, il y avait un programme efficace pour faire plus que ce qu'on lui demandait, et je vous montre rapidement 2 activités supplémentaires. L'une qui a intéressé justement à la santé publique vaudoise, qui est une activité de prise en charge des enfants exposés à la tuberculose, des enfants qui ne sont pas malades, mais dont un des parents a une tuberculose. Et on sait que les enfants sont sensibles à la tuberculose des parents. Et pour éviter que ces enfants, à leur tour, ne deviennent malades, on a créé un système de prise en charge et de traitement préventif des enfants avant qu'ils ne tombent malades pour diminuer le réservoir de cas futurs. Et lors de la dernière visite de supervision en avril, nous avons mis sur pied un système d'enregistrement systématique de tous les enfants des familles dans lesquelles il y avait un parent tuberculeux. Alors ça se fait sous forme d'un programme dont nous avons reçu les premiers rapports. Voilà ici une mère qui reçoit la pilule qu'elle va donner à son enfant parce qu'elle-même est malade et pourrait contaminer son enfant. Elle traite son enfant pour éviter qu'à son tour il ne soit malade. Alors on a commencé l'enregistrement des cas, on a les premiers chiffres, on va recevoir les chiffres suivants à la fin de l'année 2013 et en 2014 nous retournerons au Bénin avec mes collègues pour voir comment fonctionne ce programme. La deuxième activité, si je peux dire supplémentaire, que le Bénin se permet de faire et fait extrêmement bien, c'est une activité de prise en charge des malades co-infectés qui ont à la fois le virus VIH et la tuberculose. Dans beaucoup de pays, ce sont 2 activités séparées. Il y a les spécialistes du VIH d'un côté, les spécialistes de la tuberculose de l'autre, et la plupart du temps, ces spécialistes ne se parlent pas. Parce que chacun pense qu'il détient la vérité et qu'il sait comment guérir les malades. Le Bénin, au contraire, sous l'influence d'un certain nombre de personnes bien éclairées, le Bénin, au contraire, a décidé que les activités de lutte anti-tuberculeuse et anti-sida allaient être conjointes et que, d'une part, tous les tuberculeux sont testés pour le VIH, selon les recommandations de l'OMS, et l'immense majorité des cas porteurs du VIH sont mis sous médicaments antirétroviraux. Il y a un réseau de dispensaires antituberculeux et un réseau de prise en charge du VIH, et ces 2 réseaux se recouvrent presque parfaitement. Donc le malade est soigné par une seule équipe pour les 2 maladies, ce qui est un énorme bénéfice pour les malades.
avec des organigrammes très précis sur la manière de prendre en charge un malade atteint du VIH et de la tuberculose. Donc en conclusion, pourquoi ça marche au Bénin? Eh bien, ça marche parce qu'il y a une volonté et un support des autorités qui n'a pas faibli depuis 20 ans. Il y a des recommandations adaptées au pays, dérivées des recommandations de l'OMS, mais adaptées au terrain, bien sûr. Il y a un réseau de laboratoires fonctionnels, les médicaments sont disponibles, la supervision est étroite, elle est interne, elle est externe, et il y a une intégration des activités TB-VIH. Donc on essaye de neutraliser la menace principale qui pèse sur beaucoup de pays d'Afrique, qui est la co-infection TB-VIH. Donc voilà, en définitive, c'est possible. Le Bénin montre qu'il est possible de prendre en charge la tuberculose, même dans des conditions très précaires. Je ne suis pas entré dans les considérations économiques, mais ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, avec un résultat qui, en définitive, en vaut la peine. Merci. Merci beaucoup.